Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on est ravis d'être ensemble autour de cette table ronde et puis on va échanger là plus précisément sur les déplacements professionnels et sur la structuration et les stratégies d'achat de ces marchés déplacements professionnels. Autour de la table, on a donc Isabelle Paul-Chauveau de DF, Brigitte Jakubowski du cabinet de conseil JK Associés, Emmanuel Venessaïd de Cégide et la partie Nautilus notamment. Mais on a aussi Joseph Dias d'Enterprise et Vincent Zaldivar de CDS. Donc si j'ai bien compris, nous on n'a plus que 40 minutes. Merci Eric. L'idée, ça va être vraiment d'échanger sur différents points, puisqu'on a un contexte sur sa stratégie d'achat de marché public qui est un peu particulière, dans le sens où le marché a beaucoup évolué. Il était déjà en perpétuelle mutation avant la Covid. Depuis la Covid, il a continué à beaucoup évoluer, et notamment soit parce que les besoins des entreprises ont évolué suite à ces nouveaux marchés-là, en tout cas suite à cette nouvelle période, soit parce que le législateur a aussi fait évoluer les textes et donc les lois et les contraintes qui entourent ces marchés-là, mais aussi parce que les utilisateurs, les voyageurs, eux aussi recherchent peut-être différentes choses en matière de déplacement professionnel. Donc quand on parlait des législateurs, juste pour vous donner un exemple, la loi d'orientation des mobilités, la loi LOM, va viser à avoir plus de flotte, un parc de véhicules plus vert en tout cas, mais aussi l'élargissement des zones à faible émission. Là aussi, ça va avoir un impact. On reviendra dessus sur comment piloter son parc automobile. Donc voilà un peu pour le contexte qui nous est proposé. Donc on parlera avec Brigitte notamment, mais de décarbonation, de télétravail, sur la partie RSE qui était mentionnée juste avant. On a aussi des obligations de publication là maintenant sur notamment le scope 3. Donc tout ça vraiment fait aussi que on peut pas repenser son marché, on peut pas penser son marché de mobilité maintenant et pour 4 ans à venir de la même façon qu'on l'avait pensé il y a 4 ans. Il y a un premier point quand on travaillait sur les préparations de ces tables rondes. Un premier point qui était important déjà, c'était vraiment quand on parlait avant même de parler de structure de son propre marché, c'était déjà travailler sur l'analyse de ses besoins. On entend tout le temps parler de flotte de véhicules plus vertes, de parcs de véhicules plus verts et louer des véhicules verts, etc. Mais ça, dans les faits, même si l'offre est là, c'est peut-être pas forcément si simple. J'aimerais échanger là-dessus justement et avec Joseph et avec vous Isabelle sur comment on conduit le changement en interne. Qu'est-ce que vous remarquez sur ces sujets-là? Qu'est-ce qui vous est remonté de la part de vos utilisateurs ou en termes de politique achat, ce sur quoi vous voulez vous inscrire? Donc je vais commencer. Permettez-moi de tout d'abord, déjà, merci pour cette invitation, merci à l'APK, et permettez-moi de présenter la société Enterprise Holding, parce que je pense que tout le monde ne connaît pas la société Enterprise Holding. C'est une société familiale américaine qui est le leader mondial en mobilité partagée. Donc, nous avons une flotte de plus de 2 millions de véhicules à travers le monde, avec plus de 10 000 agences et aussi avec plus de 80 000 collaborateurs. Et nous nous sommes implantés en France il y a de cela 10 ans, et avec un plan de développement qui a été annoncé, qui est assez ambitieux, avec plus de 640 collaborateurs qui vont être recrutés cette année, mais aussi avec 13 agences qui vont être ouvertes cette année. Donc c'est assez ambitieux, et d'ailleurs le président Macron a invité notre CEO Chrissy Taylor à participer au sommet Choose France qui s'est déroulé juste le mois dernier pour vraiment aider pour la mobilité, que ce soit une mobilité beaucoup plus verte. Concernant les déplacements, il faut savoir que pour la location de véhicules, c'est une solution qui est beaucoup plus verte. Pourquoi je le dis, c'est que il faut savoir que les loueurs ont des véhicules neufs ou bien des véhicules qui sont plus récents.
que le parc roulant, ce qui fait que les trajets sont des trajets beaucoup plus verts que le parc roulant, comme je le dis. Et c'est quelque chose, on a parlé de ZFE, c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus parce que ce sera une solution vraiment pour les zones à faible émission. Maintenant, il faut qu'il y ait une adoption aussi pour les véhicules électriques. Et là, des fois, c'est un peu plus compliqué. Cependant, en ayant des datas, ça peut vraiment aider à faire en sorte que qu'il y ait une adoption des véhicules électriques. Par exemple, je veux vous donner un exemple pour les déplacements de 1, 2, 3 jours avec un taux avec peu de kilométrage et aussi des déplacements multimodaux avec train et véhicules de location pour le dernier kilométrage. Nous voyons qu'en fait, avoir un véhicule électrique est très approprié et ça c'est quelque chose qui peut vraiment être une solution si ça fait partie de la politique de déplacement de la société. Et alors justement, Isabelle, comment vous identifiez ce besoin et comment vous conduisez le changement? Parce que louer ou avoir en flotte un véhicule thermique, ça se conduit pas exactement et surtout ça se traite pas de la même façon qu'un véhicule électrique. On parlait juste avant des moyens de paiement. C'est la partie recharge, c'est aussi un sujet. Alors tout d'abord, je pense que ça part quand même d'une décision politique managériale. Et ensuite, il me semble que c'est déjà plus simple avec la flotte longue durée qu'avec la flotte courte et moyenne durée. Concernant EDF, tout est parti d'une adhésion de l'entreprise à l'association EV100, où là, l'entreprise s'est engagée à électrifier tout ce qui était électrifiable à horizon 2030. Et chemin faisant, les achats de véhicules pour une partie du groupe et les locations longue durée pour l'autre partie du groupe est directement engagée sur cette politique et sur cette démarche. Donc progressivement, nous verdissons notre flotte et l'objectif est bien d'attendre 100% de la flotte dédiée longue durée ou acheter de véhicules électriques. Alors là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est avec la location courte et moyenne durée, cette location dont on se saisit sur l'outil de réservation en ligne, puisque finalement, ça laisse libre cours, je dirais, au voyageur de choisir son type de véhicule, soit son véhicule électrique, soit le véhicule thermique. Et là, on se heurte à une difficulté qui est le tarif, en fait. Lorsqu'on est au Best Buy, eh bien, le véhicule le moins cher qui apparaît sur l'outil est le véhicule thermique, et ce qui laisse finalement assez peu de place au véhicule électrique. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver les moyens de faire autrement pour que l'usage du véhicule électrique soit beaucoup plus important. La politique managériale, la directive managériale peut aider, mais ce n'est pas suffisant puisqu'on se retrouve là peut-être confronté à des injonctions paradoxales, des entités qui ont des budgets limités. Et la nécessité de louer du véhicule électrique. Donc là, j'invite en fait les loueurs peut-être à travailler avec nous pour trouver une solution pour que dans notre modèle économique, tout le monde s'y retrouve, mais que le véhicule électrique finalement apparaisse en pole position sur l'outil de réservation en ligne. Et ça, je pense que c'est un sujet sur la partie data, je pense qu'on va revenir sur ce sujet juste après, quand je vais laisser la parole à Brigitte pour qu'elle nous présente aussi les leviers, ou en tout cas les piliers de la rédaction d'un marché. Mais je pense que la partie data va être importante parce qu'aujourd'hui, si on loue un véhicule thermique avec une bonne négociation, on va être autour de 50 € la journée pour une catégorie A. C'est une moyenne, hein, tout loueur confondu, sur ce que j'ai pu constater chez nos clients. 50, 60 €. Sauf qu'à la fin, on refait le plein, etc. etc. Donc il y a aussi cette data qui va être importante, parce qu'en fonction de la data et du coût complet, comme on pourrait l'avoir aussi sur la partie hébergement, ça peut changer aussi sa prise de décision, même si aujourd'hui, dans les systèmes, ça ne s'affiche pas comme ça. J'en profite justement, Brigitte, quand on préparait ça, quand on parlait de lancer un marché, d'une consultation, etc., tu mentionnais un peu les piliers sur lesquels il fallait s'appuyer pour réfléchir son marché.
marché. Est-ce que tu partais aussi du principe qu'on ne fait plus un marché comme on le faisait il y a encore quelques années? Bonjour à tous. Oui, non, on ne peut plus le faire comme on le faisait avant. Et la référence à 2019 n'est pas non plus si probante que ça, puisqu'aujourd'hui, la cartographie a énormément changé. Il y a beaucoup plus de voyages domestiques et moyens courriers. On reste toujours avec plus de 25% de vols internationaux qui ne sont toujours pas au rendez-vous et qui le seront peut-être plus jamais. La première partie, je pense, qui est importante, c'est de se dire que, et je pense qu'il y en a plusieurs dans la salle qui ont dû le vivre, le petit 5% qu'on met dans la notation pour la RSE, histoire de faire joli, commence à disparaître vraiment beaucoup et prend maintenant une pleine dimension. Et c'est un point important au niveau environnemental, mais également au niveau sociétal pour la qualité de vie au travail. Et là, on s'inscrit vraiment dans la RSE. Les gens ne sont plus prêts du tout à voyager comme ils voyageaient précédemment. Ils veulent un peu de confort. Alors, on est obligé de respecter des textes, des plafonds, y compris hôteliers. Vincent en parlera mieux que moi. Donc, la partie fonctionnelle prend énormément d'importance. La partie prix aussi. On vit une période excessivement inflationniste. Et donc, la première chose, de mon point de vue, à faire quand on regarde un marché aujourd'hui, c'est bien évidemment prendre en compte qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce que veulent les voyageurs, comment se situe le marché. Comme vous le disiez, il faut être dans un vrai partenariat en termes d'achat responsable et de partenariat avec nos fournisseurs pour réfléchir avec eux. Vouloir absolument avoir un prix d'agence de voyage très très bas avec des gens qui vont vous proposer du zéro, c'est un non-sens total. Et ce point-là doit être intégré en se disant qu'on doit payer les gens au juste prix. Et ça fait partie des réflexions constructives pour un marché voyagiste. Et de là, on arrive inévitablement à réfléchir sereinement sur ces critères, sachant que la majorité du marché des agences de voyage aujourd'hui ne répondront pas si le critère prix est un des critères principaux. Je pense que ça aussi, c'est un changement quand on pense son marché aujourd'hui, son marché de mobilité, des placements pro. C'est aussi un vrai changement qui doit s'opérer là pour le coup des deux côtés. Ce qu'on en parlait ensemble quand on a préparé cette table ronde, ce qu'on a constaté, c'est que ça fait 20 ans qu'on achète beaucoup un prix et un frais de transaction. Quand on parle de l'agence de voyage, frais de transaction de l'agence de voyage, c'est même pas 5% du budget total. Et c'est souvent moins que 5% du budget total. Du coup, aujourd'hui, on est face aussi à un constat qui est de se dire est-ce que dans une démarche un peu plus RSE, relations fournisseurs, est-ce que je veux un peu de transparence? Est-ce que je suis prête à l'avoir? Parce que forcément, le jour où je vais avoir de la transparence, je vais avoir un frais de transaction qui va être supérieur, même si peut-être que mon budget global sera peut-être, lui, inférieur. Parce que sur les modèles économiques, il n'y a pas de miracle. Un frais de transaction à zéro, c'est une source de rémunération que l'acheteur ne connaît pas, mais elle existe forcément. On est obligé de rémunérer les gens, on est obligé de payer l'infrastructure, même les agences qui sont très très bien automatisées où on a modernisé l'outil, ça vaut, il y a une vraie valeur à moderniser un outil de production. Il y a de l'investissement, il y a de la maintenance, il y a des serveurs, etc. Donc ça, c'est un point sur lequel tu insistais pas mal aussi quand on échangeait. Oui, inévitablement, parce que d'une part, on est dans une situation où il y a la problématique du juste prix, du prix objectif qu'on veut payer, une agence de voyage d'une part, mais il y a également ce qu'on subit, que ce soit sur les prix des billets de train, au niveau de l'aérien qui a pris quand même pratiquement 37% l'année dernière, et c'est pas fini malheureusement. Et plus on ira vers les JO et plus ce sera cher. Vincent nous parlera de ce qui est inflationniste en termes d'hôtellerie, mais on est pas mal non plus. Et il y a tout ce paramètre-là à prendre en compte et d'autres paramètres de consommation également de déplacement professionnel. Puisqu'on est quand même sur un sujet de mobilité, il y a un point à prendre en compte aujourd'hui, c'est toute la notion de domicile-travail qui n'était pas du tout intégrée dans nos démarches de cahier des charges, mais qui n'était pas plus intégrée non plus dans le cadre des politiques de voyage. Or maintenant, on parle quand même beaucoup plus de politique de voyage ou de déplacement, mais également de mobilité. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait entre le domicile ou la résidence administrative pour se rendre sur un lieu de déplacement. Et ça, c'est un point important, d'autant plus que le Covid aidant, on a énormément de contrats. Alors là, je parle
publics mais privés aussi, qui sont maintenant avec des notions de télétravail. Donc fondamentalement, ça change aussi, tu parlais de data, la consommation, parce qu'on a toute une frange de population de voyageurs qui viennent 2-3 jours ou 2 jours par semaine sur leur lieu de travail, pour lesquels il faut des déplacements, il faut de l'hébergement, des locations de véhicules potentiellement, partagé ou pas, c'est aussi une tendance que vous avez au niveau des loueurs de plus en plus. Et donc tous ces points-là font partie de la structuration d'une expression de besoin fonctionnelle, mais aussi technique, parce qu'il y a aussi toute la problématique des outils, où il va falloir qu'on arrive à exprimer correctement ce dont on a réellement besoin, en tenant compte de la maturité qu'on a en termes de modernisation et de digitalisation des achats. C'est exactement ce dont on parlait avec Isabelle, où vous m'expliquiez qu'en fait, chaque lundi, dans certaines gares, vous avez une centaine de collaborateurs qui arrivent et qu'aujourd'hui, vous avez un besoin qui serait de partage de véhicules, etc., sur lequel il n'y a pas forcément la réponse. Oui, aujourd'hui, l'objectif, c'est bien d'optimiser, de massifier, de faire en sorte que on émette moins de CO2 à l'occasion de ces déplacements. Et on attend beaucoup finalement de ces intermédiaires que sont l'agence et l'outil de réservation en ligne, parce que c'est eux qui captent le besoin au moment où il s'exprime, pour finalement amener le voyageur à faire un achat responsable. Alors le voyageur faire un achat responsable, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être, quand ils sont 100, en effet une centaine, à arriver à la gare de la Part-Dieu pour se rendre sur la vallée du Rhône, il y a forcément parmi ces agents des gens qui vont tous au même endroit. Donc l'idée, c'est comment les outils d'intermédiation ou l'agence, quand c'est offline, peut se saisir de ces demandes et inviter les voyageurs à covoiturer. Je pense que ça libérera un peu de flotte de véhicules côté loueur. On est prêt à payer un peu plus. Du fait qu'il y ait 3 personnes plutôt qu'une dans chaque voiture, et finalement là tout le monde y trouve son compte. Donc ça, c'est des choses là, bon, illustrées sur la location de voiture, mais on peut le trouver sur d'autres sujets, prendre le train plutôt que l'avion. Le lien avec la mobilité douce, c'est avoir des outils aussi qui orientent le voyageur vers les transports en commun, plutôt que le taxi ou, pire encore, la location de voiture en zone urbaine. Mais pour cela, quand vous arrivez dans une ville que vous ne connaissez pas, c'est vrai que ça serait plus simple que l'outil vous permette d'acheter d'entrée de jeu le ticket de métro ou de tramway, qui va vous permettre ensuite de vous rendre sur votre lieu de rendez-vous. Quelque part, on rêve de cette carte qui existe au Japon, qui est une carte unique qui vous permet de prendre aussi bien le funiculaire en pleine montagne que le Shinkansen, quand bien même ce sont des sociétés totalement différentes, publiques et privées. Et on rêve de cela sur nos outils de réservation en ligne. C'est là où je pense qu'on va reboucler aussi sur les moyens de paiement, c'est que du coup, ces cartes maintenant personnalisables et tout vont donner beaucoup plus de facilité. Tant qu'on n'aura pas l'offre directement dans l'outil, on aura la possibilité de le gérer à part. Joseph, Brigitte, je voyais que vous vouliez réagir. Oui, juste pour rebondir sur ce que Isabelle a communiqué, c'est vrai que en fait, le pilotage par la politique de voyage de l'entité, ça va être très, très important. Maintenant, il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué qui est aussi très important que nous voyons, c'est donner confiance aux collaborateurs. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit, par exemple, quand on parle de véhicules électriques, même si ça fait partie de la politique de l'entité, des fois, il y a des personnes qui sont réticentes pour prendre des véhicules électriques. Et on a eu quelques exemples où, en fait, une entité nous a demandé de fournir 4 véhicules électriques c'était en fait une journée porte ouverte, et les collaborateurs ont eu l'opportunité non seulement de conduire ces véhicules électriques, mais voir comment charger ces véhicules, etc. Et ça a été un très bon, un grand succès. Et c'est ce qu'on a vu aussi pendant la pénurie.
d'essence. Je ne veux pas dire que ça a aidé pour les véhicules électriques, mais c'est vrai qu'on a vu que le taux d'adoption a augmenté de 50%. Et ce qui a été intéressant, c'est que les personnes qui ont loué ces véhicules électriques, les futures réservations, ils voulaient des véhicules électriques. Donc, en fait, c'est un autre facteur qui est très intéressant, mettre les collaborateurs en confiance. Et concernant le prix, exactement, en fait, il faut vraiment comprendre le coût total de la location. Et c'est pour ça que les data peuvent vraiment aider à faire des économies à ce niveau. Brigitte ? Pour revenir au cahier des charges, je pense qu'il est important aussi de se rappeler de quelque chose, c'est que l'agence de voyage, en fait, elle est là pour délivrer des prestations, mais elle n'en fabrique, entre guillemets, aucune. Donc c'est pas rare qu'on s'en prenne à l'agence de voyage quand il y a un retard de vol, mais en fait, elle peut rien faire. Par contre, ce qu'elle peut faire, et en sa qualité de mandataire, c'est important de le rappeler, c'est négocier pour le compte d'une administration, d'une collectivité, ou en tous les cas d'un marché public, auprès de fournisseurs afin que vous puissiez bénéficier d'excellents tarifs ou de négociations pour prioriser, pourquoi pas, ou exiger, autant faire se peut, d'avoir des véhicules électriques. On pourra reparler de pénalités, pourquoi pas après. Et dans ce contexte-là, ça fait également partie de la rédaction d'un cahier des charges que de bien reconsidérer quel est le rôle que l'on veut donner à son agence de voyage en tant que partenaire, s'il n'y a pas un service marché ou une direction achat qui est en mesure de négocier en direct ou en faisant une consultation, parce que bon, consulter une compagnie aérienne, ça veut dire qu'il faut à peu près normalement passer un appel d'offres pour 58, 60 compagnies aériennes, ce que personne ne fait, il faut être très clair. Et on donne souvent mandat à l'agence de voyage. Mais il n'y a pas que ça qu'elle peut faire. Elle peut faire énormément d'autres choses. C'est un partenaire qui est un socle et un coordinateur très important. Après, je ne sais pas si tu vas voir avec Emmanuel, mais quand on parlait des multi-voyageurs, il y a la notion de voyage essentiel, comment on l'arbitre, et aussi comment dans un cahier des charges, on essaye de demander à une agence ou aux outils, est-ce que vous êtes capable de me dire si j'ai 100 personnes qui vont arriver le même jour à un endroit, ou est-ce qu'ils sont 6 à se rendre à une même manifestation, pour avoir un peu de visibilité. Je connais la réponse, mais je vais laisser Emmanuel peut-être plutôt aborder ces sujets techniques. Ouais, tu fais exactement la transition parfaite, parce qu'aujourd'hui, on voit que on a des besoins qui évoluent, alors parfois contraints avec le législateur. C'est aussi des opportunités. On n'a pas échangé sur le crédit mobilité, mais là, je pense qu'il y a des vraies opportunités pour les donneurs d'ordre. Et après, on voit aussi dans les outils que ça évolue, mais est-ce que du coup, la demande est finalement aussi forte, aussi réelle dans les appels d'offres, et où est-ce qu'on en est dans les produits parce que on parle de l'agence de voyage, mais c'est un écosystème. L'agence de voyage toute seule, elle ne fonctionne pas. Elle a besoin aussi d'un outil de réservation en ligne ou de plusieurs, de centrales de réservation hôtelière et de moyens de paiement. Oui, donc vous m'entendez ? Ouais. Donc moi j'interviens donc parce que je représente un éditeur d'une solution de gestion des ordres de mission et des états de frais connectés donc aux partenaires au pluriel voyage. Donc les agences, le SBT, le HBT. Et effectivement, on est un petit peu à la frontière de tout ça. Et ce que nous inspirent les ateliers qu'on mène, qu'on a commencé à mener, ou en tout cas la démarche de réflexion autour de la mobilité, de la RSE, c'est une très très forte imbrication entre les différents partenaires pour être en mesure justement de fournir au client final une solution qui tient compte des éléments d'environnement. On parlait de la consommation carbone, mais pas que. L'enjeu, c'est vraiment de proposer des solutions qui suggèrent, qui informent le voyageur donc sur tous les éléments nécessaires pour faire le bon choix. Donc un choix au regard de l'environnement, donc quel va être son impact carbone dans tel ou tel déplacement, et quelles sont les possibilités qu'il a, que ça aille vite, que ce soit pertinent et en conformité avec la politique voyage et remboursement de l'établissement. Donc tout ça, ce sont des enjeux très forts de coordination. En tout cas, nous, c'est ce qu'on constate. En tout cas, en tant qu'éditeur de logiciels, c'est qu'il y a un travail commun aussi
en complément à mener pour avoir au final une solution pertinente. Et sur l'aspect des appels d'offres, on a encore aujourd'hui... alors d'une part, on a moins, nous en tout cas en tant qu'éditeur, hein, on constate moins d'appels d'offres qu'à une époque. Hein. Aujourd'hui, avant, on avait 2 appels d'offres sur 3 contacts, 3 dossiers. Aujourd'hui, on a 1 appel d'offres sur 3. Donc, il y a beaucoup de sourcing en amont. Donc, les clients échangent entre eux, vont à des événements, nous rencontrent plusieurs fois, mûrissent leurs besoins. Et puis, souvent, après, c'est plutôt une demande qui passe par une centrale d'achat, tout simplement. Donc, beaucoup moins d'appels d'offres. Donc, un besoin qui est parfois moins écrit qu'il ne pouvait l'être dans le passé. Donc, mais avec une meilleure préparation en amont sur la connaissance du sujet. Une meilleure utilisation en fait des centrales qui existent déjà, quoi, des offres déjà référencées. Isabelle, vous ressentez ça aussi, vous, dans la préparation quand vous discutez avec vos pairs sur d'autres donneurs d'ordre public? Ça peut être non. Hein. Je sais pas. En fait, la difficulté, la data, on l'a. Alors, la difficulté, c'est de qualifier quand même. C'est toute la partie qualitative. Et dans des grosses structures, les usages sont multiples. Et c'est assez compliqué finalement de rendre compte de tout cela dans les cahiers des charges. Donc, on donne une expression du besoin qui est très macro. Mais après, la réalité, elle est diverse et variée. Et cette segmentation qu'il faudrait faire sur le plan qualitatif, elle est sacrément compliquée à faire, d'autant qu'on est on est en pleine transition, dans un monde très évolutif. Et je dois dire que c'est quand même un exercice qui est actuellement très compliqué. Brigitte ? J'entends le point et ça amène aussi une réflexion sur, d'un point de vue qualitatif. Je voulais juste spécifier qu'il y a quand même ce qu'on appelle des indicateurs de qualité, que dans un cahier des charges, on a le droit de mettre des indicateurs, de demander à avoir des éléments de mesure. Alors, à raison gardée, hein, il existe une norme qui est assez ancienne, ISO 9008, si je ne dis pas de bêtises, qui norme quand même les prestations agences de voyage. Mais après, bon, on en est encore à dire qu'il faut un décroché à 4 sonneries. Mais si ensuite, pendant 20 minutes, j'ai un disque qui me dit « Ne quittez pas, nous allons vous répondre », ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il faut bien réfléchir à ce qu'on souhaite au niveau des indicateurs de qualité, ce qu'on va demander à l'agence de voyage. C'est en complément de ce que dit Isabelle en termes de qualification du besoin, puisqu'aujourd'hui, il y a énormément d'automatisation, y compris, on parle de moins en moins aux agents de voyage. Donc, c'est quand même très, très compliqué. L'intervention précédente le précisait aussi. En termes de... Voilà, je crois que c'est Amex qui faisait part du fait qu'ils avaient des gens qui parlaient derrière. On n'était pas devant un écran uniquement parce qu'on est un peu comme une âme en peine quand c'est le cas, et surtout les voyageurs. Et ça, c'est à exprimer aussi en termes d'accompagnement et de rédaction de cahier des charges. Il y a une nouvelle norme ISO 31030 qui est sortie sur la sécurité des voyageurs, sur le devoir de responsabilité. Et encore une fois, je reviens et j'insiste lourdement sur cette notion de bien-être des voyageurs, parce que depuis le Covid, on a tous été quand même très, très secoués. Et on est très, très inquiets en ce qui concerne nos déplacements qui relèvent d'une politique de voyage et de ce qu'on va écrire dedans, y compris en termes de mobilité. Je surveille l'heure parce que je vois que l'heure tourne, mais juste en un mot sur la data, je pense que quand on rédige son cahier des charges, ce qui est vraiment important, de la même façon que j'espère qu'on aura le temps d'en parler sur la partie pénalité, mais quand on rédige son cahier des charges, ce qui est important, c'est de se dire aussi comment je vais exploiter la data disponible. Tous les fournisseurs fournissent une data de qualité, parfois extrêmement complète. Vincent va nous en parler aussi, mais
c'est un écosystème, le déplacement professionnel, avec de nombreux acteurs. Au sein d'un même acteur, l'hébergement, là, on cherche à avoir maintenant des labels, les émissions de CO2, des choses comme ça. Là aussi, c'est compliqué à récupérer cette donnée, et donc il faudra réfléchir avant comment le fournisseur peut la donner et comment nous, on peut la traiter. Vincent, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, s'il te plaît ? Moi, ce que je voulais rappeler quand même, c'est que donc CDS, on est une centrale de réservation hôtelière pure B2B, ça veut dire qu'on intervient dans le monde du voyage d'affaires avec la complexité par rapport aux loisirs, de gérer des taux d'annulation et de modification qui sont forts, un délai d'anticipation de commande qui est à 14 jours pour l'hôtel, des réservations qui sont toujours dans des outils de réservation en ligne en fait. Donc nous, notre métier, c'est à la fois d'avoir un inventaire qui correspond aux besoins du client final de l'entreprise, mais de pouvoir s'intégrer dans tout cet écosystème. Donc c'est vrai que les agences de voyage en général nous sollicitent, puisqu'il faut bien savoir que dans le monde du marché public, souvent il n'y a pas de lot spécifique hôtel, et souvent les marchés publics demandent à un voyagiste de répondre aux besoins consolidés, train, avion, location de voiture, hôtel. Et c'est dans ce contexte qu'on nous en fait sollicite pour la partie inventaire, la partie gestion des programmes hôtels des clients par exemple, mais c'est surtout l'interopérabilité avec les outils. Donc en premier lieu les SBT, donc nous on est interopérable avec tous les SBT qui existent, hein, donc les globaux on va dire KDS, Concure ou Sidetrick, les locaux quand on parle du marché français, The Trip ou Goélette, mais en Italie on travaille aussi avec Travelmatic ou d'autres partenaires. Donc en fait effectivement on a des visions qui sont parfois domestiques sur chaque marché, et cette complexité, nous on le fait par le simple biais d'un code, hein, enfin, qu'on va transmettre au SBT, et c'est le SBT qui paramètre les workflows, les politiques voyage, et par contre nous on va en fait effectivement paramétrer plutôt tout ce qui est tarifaire et inventaire. On se connecte aussi avec les solutions d'ordre de mission, dont Nautilus Cegid, hein, qui permettent effectivement d'avoir pour le marché une vision globale du TCO. Et évidemment, il faut se connecter avec les agences de voyage et leurs outils de back-office, de facturation automatique et toutes les solutions de paiement. Donc ça, c'est la partie intégration qui est complexe parce qu'on a affaire à une multitude de solutions et d'opérateurs. Côté offre hôtellerie aussi, c'est ce qu'il faut rappeler peut-être à tout le monde, c'est que plus de 50% de l'offre hôtelière correspond à des hôtels indépendants. Même s'il y a une enseigne, on a souvent affaire à un commerçant qui est propriétaire de son établissement. Donc notre métier, c'est de rendre en fait homogène aussi de la data qui est complètement hétérogène si on descend au niveau de l'hôtel. Et l'enjeu dans le monde du voyage d'affaires, c'est de remonter une offre, on va dire, à 3 facteurs. C'est du choix le plus large possible, la disponibilité, puisque nous on est avec des délais de commande à 14 jours, il faut pouvoir offrir de la disponibilité aux voyageurs d'affaires qui est contraint, et le prix. Donc le prix évidemment dans un contexte inflationniste. Tu peux peut-être nous rappeler justement aussi ce contexte dans le cadre de l'hébergement. On l'a mentionné sur la partie, aérienne notamment. L'hébergement, c'est encore spécifique aussi. Ouais, alors on aurait le sentiment, puisqu'il y a quand même une inflation forte sur l'hôtellerie, il pourrait y avoir un effet de rattrapage post-Covid. Moi, je me fais aussi un peu l'ambassadeur des hôtels quand même. Donc effectivement, il y a des enjeux post-Covid liés à la pénurie de personnel qui ont fait que, dont des grandes chaînes comme Accor par exemple, dès le printemps 2022 a augmenté de 16 à 20% les salaires pour pouvoir conserver les talents. Et donc il faut quand même savoir que voilà, ça peut être compliqué au niveau RH. Et il y a aussi pour les hôteliers le poids réel de l'énergie quand même, qui a augmenté fortement. Pour certains établissements, le remboursement des PGE, des prêts garantis de l'État de cette période, en fait, qui impactent les comptes d'exploitation. Et puis, ça rejoint un peu le sujet je dirais, des investissements qu'on va appeler matériels ou normatifs par rapport aux normes sanitaires, par exemple, puisque ça a dû être fait avec des organismes comme Bureau Veritas, SGS ou APAV pour certains établissements ou chaînes. Des investissements aussi de plus en plus liés
on va dire, la conscience environnementale et le besoin aussi des clients finaux via des labels. Donc là, on va retrouver effectivement des hôtels qui vont prendre des labels du type clé verte ou écolabel par exemple. Mais en fait, tout ça, ça nécessite pour l'hôtelier des investissements. La mise en place aussi de services durables. On parlait tout à l'heure des véhicules. Un hôtelier aussi doit équiper de bornes électriques pour pouvoir recharger les véhicules, parce que si les voyageurs arrivent avec des voitures électriques, il faut que les hôtels puissent permettre ce service-là. Et puis il y a aussi un changement de prisme au niveau de l'hôtellerie, puisque peut-être que les hôtels veulent répondre à des besoins au niveau des travailleurs nomades, en organisant aussi des espaces de coworking. Donc tout ça, c'est vrai qu'il y a une augmentation légitime des prix, mais il y a aussi une inflation qui est réelle, en fait, avec aujourd'hui un taux d'occupation moyen qui est de 80%. Donc là, c'est vrai qu'on est bien sorti de la crise Covid avec des disparités régionales entre Paris et certaines régions, où il y a certaines régions qui ont vraiment eu une inflation très importante. Et puis n'oublions pas aussi le retour des très grands événements. Là, actuellement, sur l'Île-de-France, c'est Roland-Garros, c'est le Air Show Bourget qui a repris, c'est bientôt la Coupe du Monde de rugby, c'est bientôt les JO aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que les JO, c'est dans un an, mais les grandes fédérations commencent à solliciter les établissements pour venir s'entraîner dès cet été. Donc on a une tension élevée sur les disponibilités. Ça, c'est clair. Et donc, qui dit tension élevée sur la disponibilité, c'est la loi de l'offre et la demande. Il y a une élasticité prix-demande, en fait, que les hôteliers, en fait, ajustent en fonction des mix de distribution. Et on se retrouve sur une augmentation moyenne de 19 à 20% actuellement. Moi, j'ai relevé les chiffres qu'on va publier dans notre futur baromètre pour le mois de mai-juin. Alors c'est un prix affiché moyen. Ce n'est pas le prix de CEDES, c'est le prix affiché moyen, mais les 2 étoiles sont plutôt dans les 166 € actuellement. Les 3 étoiles à 185 € et les 4 étoiles à 260. Alors c'est vrai que dans le voyage d'affaires, le cœur de gamme, c'est la gamme économique, 2 et 3 étoiles. Mais ça pose un problème au regard des règles de per diem, parce qu'effectivement, on voit que d'ici 2024, je ne pense pas que les prix vont baisser, d'une part. Il y a une inflation, on va dire, galopante à hauteur de 20%. Et puis les per diem, si je me souviens bien, c'est 120 € pour l'Île-de-France et 90 pour Paris. Donc, moi, j'aurais une solution, c'est de dire comment on fait pour revoir les per diem, peut-être à la hausse, à hauteur de 20%, mais c'est peut-être pas aussi facile que ça. Donc voilà, on peut apporter quelques conseils. En tout cas, moi, je pense que d'une part, sur l'hôtellerie, il faut piloter le sujet hôtel, parce que là, ça nécessite un pilotage au quotidien. Alors, quand il y a une agence de voyage, avec une agence de voyage, essayer de bloquer les hausses aussi, c'est-à-dire dans le cadre des programmes hôtels, essayer de négocier avec les hôtels, si possible, sur des durées les plus longues possibles, avant la fin de l'année et jusqu'à 2024, puisque effectivement nous, on travaille soit pour le compte de clients, soit il y a les entreprises aussi qui nous demandent de charger ou les marchés publics qui nous demandent de charger leur programme hôtel, où souvent l'idée c'est de négocier le plus long et de négocier aussi dans le cadre des négociations des dates, alors dans le jargon les blackout dates, mais en tout cas des dates de fermeture de tarifs en fait limitées, puisque les hôteliers ferment des tarifs parfois jusqu'à 90 jours. Donc il y a vraiment un sujet de négociation avec les hôteliers sur les programmes hôtels des entreprises. Après, des règles de bon sens au regard de l'hôtellerie, c'est lutter contre les achats dissidents, on va dire, puisqu'effectivement, quand on a une meilleure vision de l'ensemble du post-hôtel, on peut mieux négocier avec des établissements.
Et puis pour le sourçage, effectivement, dans le cadre du sourçage, faire appel à des spécialistes. Sur la place, on est 3 en fait. Donc je peux les citer, H-Corpo qui est une filiale d'Accor, HRS qui est un allemand et CDS en fait, où on a les mêmes capacités d'interopérabilité et d'inventaire. Donc sourcer auprès de ces prestataires spécialisés et idéalement peut-être parfois allotir dans le cadre d'un marché la prestation hôtel en fait pour qu'elle soit imposée à une agence de voyage aussi. Bon, voilà, c'est ma vision. Il y a aussi une solution, parce que je regarde Brigitte, c'est aussi de faire appel à des cabinets de consultants. Nous-mêmes, on a affaire à eux parfois, et dans les négociations, c'est dur, mais c'est vrai que je pense que c'est bien d'être accompagné par des cabinets experts qui connaissent à la fois, je dirais, la gestion d'un appel d'offres, mais aussi parfois l'accompagnement lors d'un déploiement dans la gestion de projet. Et ça nécessite, je pense, un regard expert aussi par rapport à ça, et c'est bien d'être challengé par les cabinets. Merci, merci beaucoup. L'heure a tourné, donc on va s'arrêter là, même si on avait encore plein de choses à dire sur la réconciliation des budgets directement dans les outils ou encore les pénalités. Ce que je retiens de nos échanges, c'est que les besoins ont évolué, les contraintes ont évolué. Il y a pas mal d'opportunités aussi qui se créent quand on va repenser ces marchés. Et surtout, que ce soit dans l'expression de ces besoins ou dans le pilotage de la performance de ces marchés, travailler vraiment conjointement et réellement avec ces fournisseurs qui peuvent apporter beaucoup d'aide, beaucoup de soutien et répondre à des besoins qui n'ont pas été assez exprimés aussi, mais les fournisseurs aussi évoluent vite et donc il y a tout intérêt à s'appuyer sur eux pour avoir le plus d'échanges possible et de transparence. Merci beaucoup et puis je vous laisse continuer sur maintenant la partie label.